Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je vous laisse rejoindre vos places pour les derniers debout. Bienvenue à l'Hôtel de Ville de Lyon, à cette conférence inaugurale sur l'Université de printemps de l'Union des fédéralistes européens. Je donne à présent la parole à Monsieur Christophe Jacquemin, adjoint au maire de Lyon et délégué aux relations internationales et européennes. Monsieur le vice-président aux relations internationales et au tourisme de la métropole de Lyon, je n'insiste pas, mais vous verrez que tout de même Lyon, c'est très particulier et très visionnaire peut-être, mais il y a trois niveaux de collectivité avec des gens élus, ce qui est le seul cas en France. Je ferme le banc sur ce plan-là, mais par rapport au fédéralisme, ça peut vous être utile. Madame la conseillère métropolitaine, Madame la présidente Chloé Fabre, j'ai pris très récemment mon poste, puisqu'il y a eu des élections extrêmement récemment, donc ça fait peut-être que 8 jours que je suis plongé dans le bain, pas uniquement de Lyon, pas uniquement de cette très belle salle, mais des relations internationales et de l'Union européenne. C'est avec un très grand plaisir, évidemment, que je vous accueille ce soir dans les salons rouges de l'Hôtel de Ville pour cette conférence organisée par cette vieille dame, finalement, mais qui est l'Union des fédéralistes européens. Je crois que vous fêtez vos 80 ans, je pense que vous en parlerez, qui est consacré à l'avenir de l'Europe et à sa place sur la scène internationale. Votre présence témoigne évidemment de l'importance que nous accordons collectivement à l'avenir du projet européen. La ville de Lyon entretient évidemment avec l'Union européenne des liens forts et vous verrez durant cette conférence ou peut-être avant que nous avons, je dirais, des liens très particuliers entre l'Europe, la résistance, qui est quelque chose qui est très important à Lyon aussi. Il y a des liens anciens, profondément ancrés dans l'identité de grandes villes ouvertes sur l'Europe et ouvertes sur le monde. Dès 1986, Lyon a été à l'initiative de la création d'un réseau qui reste tout à fait important, qui est le réseau Eurocities, que certains d'entre vous connaissent, aux côtés de villes telles que Francfort, Barcelone, Birmingham. Ce réseau, qui rassemble en fait aujourd'hui plus de 200 grandes villes européennes, constitue en fait, selon nous et selon beaucoup, une voie essentielle pour porter les enjeux urbains auprès des institutions européennes. Par ailleurs, grâce souvent au programme de financement de l'Union européenne, notre ville est devenue, sur un certain nombre de thèmes, un vrai, véritable territoire d'expérimentation en tout genre. Qu'il s'agisse de transition écologique, je commence par là, vu la couleur politique d'un certain nombre de nos nouveaux élus, qu'il s'agisse également de mobilité, qu'il s'agisse encore de santé, Lyon s'efforce de construire avec ses partenaires européens les réponses aux très nombreux défis auxquels nos collectivités sont amenées à faire face. Je vais vous donner un exemple. Très récemment, vous avez peut-être suivi d'ailleurs quelque chose qui s'appelle Lyon, pardon, a accueilli un sommet international qui est lié au G7. Vous savez que la France pilote le G7 cette année. Le sommet en question, ça s'appelle le sommet One Health. Peut-être que certains d'entre vous l'ont suivi à la télévision ou autrement. Et notre ville est moteur pour créer une alliance des villes concernant ce nouveau thème de santé où l'on considère que maintenant on ne regarde plus uniquement la santé humaine d'un côté, animale de l'autre, environnementale, mais où on prend tout cela ensemble. Je pense notamment également à notre participation au programme des 100 villes climatiquement neutres et intelligentes, dans le cadre duquel nous poursuivrons un objectif ambitieux, atteindre la neutralité climatique d'ici 2030, c'est-à-dire d'ici demain, avec l'ensemble des acteurs du territoire. Au niveau du territoire lyonnais, nous soutenons des actions locales visant à rendre l'Europe plus visible et plus concrète pour nos citoyens. C'est à peu près tous les jours depuis que j'ai commencé cette adjointure qu'on regarde des programmes exactement sur ce genre de thème, d'autant plus que vous savez peut-être que mai est le mois de l'Europe, donc on va faire toute une série de choses, comme dans beaucoup d'endroits en France, bien entendu. Donc l'idée est de rendre plus concret et plus visible ce que fait l'Union européenne pour nos concitoyens, et dans cette perspective, la ville a noué des partenariats solides avec des acteurs engagés, comme par exemple la Maison des Européens de Lyon, notamment pour promouvoir l'éducation à la citoyenneté européenne. Cette Europe que nous défendons
est aujourd'hui confrontée à des crises majeures dont on entend parler absolument tous les jours et avec de plus en plus de crainte en quelque sorte. Des crises qui viennent heurter profondément les valeurs qui sont au corps même du projet européen, la liberté, la démocratie, la solidarité, la paix. Depuis l'invasion de grande ampleur de l'Ukraine par la Russie en février 2022, la ville de Lyon a exprimé avec force sa solidarité à l'égard du peuple ukrainien. Dès les premiers jours, notre ville a marqué son engagement par des actions concrètes. Acheminement d'aide matérielle. Vous savez peut-être que, par exemple, il y a plusieurs grandes ONG internationales qui sont basées à Lyon, ce qui a facilité cette action. Le vote de plusieurs aides d'urgence, qui ont notamment permis d'envoyer des générateurs électriques, l'organisation d'accueil et l'intégration des réfugiés ukrainiens sur notre territoire, et l'appui à la reconstruction de l'Ukraine en lien avec des organisations comme Eurocities ou Expertise France, qui est le secteur du conseil de l'Agence française de développement, qui est la grande banque de développement de la France. Le maire de Lyon s'est également rendu en personne en Ukraine en août 2022 et j'ai eu le plaisir d'indiquer à l'un des orateurs de cette future conférence que nous coopérons fortement et probablement de plus en plus avec Lviv, qui est la seconde ville d'Ukraine. Alors, je ne sais pas si je peux le dire, mais j'ai appris que Lviv, en ukrainien, ça veut dire Lyon. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de raisons de coopérer avec Lviv. Nous coopérons aussi avec Kiev, qui est venu nous voir récemment, et d'autres localités plus petites. Donc, ce conflit qui est à nos portes nous rappelle avec force, pardon, l'importance de l'unité et de l'engagement des collectivités européennes. Et plus que jamais, nous pensons que nous avons besoin d'une Europe forte, d'une Europe unie, d'une Europe fidèle à ses valeurs et capable d'agir. Et les événements les plus récents politiques, je pense notamment à ce qui vient de se passer en Hongrie, nous rassurent un petit peu sur ce plan. Nous voulons, dans notre positionnement et rayonnement de grande ville, participer à cette fidélité et à la promotion de ces valeurs. Et je vous souhaite à tous une excellente conférence, riche d'échanges et de réflexions. Merci à vous. Bien, merci beaucoup, Monsieur Jacquemin, pour votre accueil et pour ces mots. Merci aussi à l'ensemble des équipes de la mairie de Lyon qui ont rendu cet accueil possible. Je pense à Sophie Bugnon, chargée du protocole, ses collègues Régis Lédu, Vincent Mortier, de la direction du protocole, et aussi Camille, Émilie Mirjanian, Gabrielle Evert, Roxane Benetton, qui travaillent à la direction Europe internationale. Puisqu'on est convaincus, nous, à l'UF, qu'effectivement, on fait les choses avec tous les gens qui les font. Donc, merci aussi à vous tous et toutes de nous accueillir ici. Lyon est incontestablement une ville européenne. La ville a reçu le label Ville européenne, qui est décerné par trois de nos associations, les Jeunes Européens, le Mouvement européen et l'Union des fédéralistes européens, au vu des actions mises en place pour faire vivre la citoyenneté européenne au quotidien. Et vous le rappeliez, Monsieur Jacquemin, on vit actuellement un moment où la question de l'ouverture d'esprit, de la curiosité à l'autre est essentielle. Et faire vivre ces valeurs de paix, de démocratie, de solidarité, de liberté au quotidien pour les citoyennes et les citoyens dans les villes est un enjeu essentiel. Après ces élections municipales, nous allons ouvrir une nouvelle phase de ce label pour continuer le travail qui a été mené. Et nous aimerions pouvoir continuer à collaborer avec la ville de Lyon, mais aussi avec toutes les communes de la métropole qui souhaiteraient pouvoir participer à ce label et à ce dynamisme qui contribue aussi à renforcer les liens entre le secteur associatif et les institutions dans des actions comme ce soir où vous nous prêtez, nous accueillez gracieusement dans cette salle. Ville européenne, Lyon l'est depuis longtemps. L'année dernière, notre association partenaire Presse fédéraliste organisait un colloque au Centre d'histoire de la résistance et de la déportation qui était intitulé « De la résistance à l'Europe unie,
Lyon, capitale, ça on le savait déjà, de la réflexion sur une Europe fédérale 1940-1950, dont Jean-Francis Billon, ici présent, est en train d'éditer actuellement les actes qui seront donc bientôt disponibles. C'est là où vous y apprendrez l'histoire du Comité français pour la Fédération européenne qui a été créé à Lyon en 1944 et qui préfigure effectivement l'histoire des mouvements fédéralistes qui nous seront présentés d'ailleurs demain. Et c'est parce que Lyon est une ville européenne et fédéraliste que nous y organisons tous les ans notre université de printemps qui s'ouvre ce soir avec cette conférence face à l'agression russe, les États-Unis d'Europe, point d'interrogation. Le 24 février, nous avons commémoré les 4 ans de l'invasion russe en Ukraine. 4 ans, c'est plus que ce que nos aïeux ont connu pendant la Première Guerre mondiale. Cette conférence, c'est aussi l'occasion de rappeler que l'Ukraine, c'est l'Europe et d'exprimer notre solidarité avec les Ukrainiennes et les Ukrainiens qui résistent au nom des valeurs européennes. C'était le drapeau européen, je vous le rappelle, en 2014, qui était brandi place Maïdan. Les valeurs que j'évoquais plus haut et qui font le lien aussi, et c'est ce que vous expliquiez sur la coopération décentralisée avec les valeurs européennes qui sont défendues aussi dans le cadre du label Ville européenne. Je voulais du coup saluer les représentants des associations ukrainiennes qui sont présents ce soir avec vous, qui vous ont laissé un petit peu de documentation à l'entrée. Le soutien se fait aussi de manière horizontale et dans l'implication, parce qu'il ne faut pas qu'on oublie ce qui se passe pas si loin que ça de chez nous. Les États-Unis d'Europe, c'est aussi le terme utilisé par Victor Hugo en 1848 au Congrès des peuples. Cet État fédéral européen, pour nous, pour notre association, c'est le moyen d'établir la paix. La paix, pas comme une trêve, celle qui a été prononcée, par exemple, le week-end dernier entre la Russie et l'Ukraine, celle qui vient d'être prononcée au Moyen-Orient, des trêves où il continue à pleuvoir des bombes sur les civils. La paix, c'est rendre la guerre impossible. Et pour rendre la guerre impossible, on établit des mécanismes de décision qui permettent de ne plus se faire la guerre. Et c'est le seul moyen, effectivement, d'établir la paix par le droit, par des mécanismes de décision communs et démocratiques sur le continent. Cette idée d'État fédéral, c'est le moyen d'être réellement unis dans la diversité et de respecter toutes les diversités qui composent les sociétés dans lesquelles nous vivons. Et c'est de ça dont nous allons discuter ce soir. Je tiens juste d'un mot à remercier l'ensemble des bénévoles de l'Union des fédéralistes européens qui ont œuvré pour l'organisation. Olaya, Luc, j'essaye de les regarder en même temps, Françoise, Adrien, Sénette, Noé, Cyril, France, Charles, Hélène, François et Rémi qui ne peuvent pas être avec nous ce soir, et nos 2 intervenants, Sylvain Kahn et Antoine Arjakovski, qui vont nous régaler de leurs brillantes réflexions. Voilà. Merci. Alors, juste avant d'ouvrir cette conférence, je voulais nous excuser. Notre association est toujours très vigilante à assurer la parité sur ces panels. Malheureusement, ce soir, nous n'avons pas réussi. Les universitaires féminines que nous avions contactées n'étaient pas disponibles. Donc, mesdames, cela signifie que vous aurez la priorité pour prendre la parole dans les échanges avec la salle. Alors, je me réjouis de vous accueillir tous les deux. Bienvenue à l'UF. Je me réjouis de vous accueillir tous les deux. Antoine Arjakovski, vous êtes docteur en histoire et co-directeur du département de recherche politique et religion au Collège des Bernardins à Paris. Vous êtes également directeur émérite de l'Institut d'études œcuméniques de Lviv. Donc vous avez tous compris, Lviv, ça veut dire Lyon. Et directeur du département Ukraine à l'Institut chrétien d'Orient également.
Vous avez publié de nombreux ouvrages, notamment en 2023, l'ouvrage Pour sortir de la guerre, vaincre l'agression russe contre l'Ukraine et les démocraties, dont on va notamment parler ce soir, mais aussi en 2017, Occident-Russie, comment sortir du conflit, et en 2013, pour une démocratie personnaliste. Ce qui me permet de faire une petite note de bas de page pour rappeler que certaines réflexions personnalistes ont contribué et contribuent toujours directement à la perspective fédérale, dans une version plutôt sociétale qu'institutionnelle. Et c'est ça qui va aussi nous intéresser. Sylvain Kahn, vous êtes docteur en géographie. Vous avez fait une thèse sur la territorialité de l'Union européenne, géohistoire du territoire de la construction européenne. Vous êtes également professeur agrégé d'histoire et vous enseignez à Sciences Po à Paris. Vous avez publié de nombreux ouvrages, vous aussi, dont une histoire de la construction de l'Europe depuis 1945, en 2011, qui a été réédité en 2021. Et en 2024, vous avez publié L'Europe face à l'Ukraine, donc vos regards vont aussi être intéressants pour ce soir. Et vous publiez cette année L'Europe, un État qui s'ignore. Je suis venue avec toute une bibliothèque. Et avec ce dernier titre, on sous-entend déjà le courant institutionnel du fédéralisme qui pointe. Ce qui permet de voir déjà que ce dialogue va aussi être un dialogue entre deux approches du fédéralisme qui, comme tous les mots en isme, est un lieu de débat. Il va être structuré en trois parties. On va d'abord voir, voilà, après 4 ans de guerre en Ukraine, où en est-on? Quelle est la situation? Ensuite, nous en viendrons plutôt à la question de la structuration de l'Union européenne comme État, et ensuite aux perspectives, avec notamment les perspectives d'accueillir de nouveaux membres. C'est parti. Antoine Arjakovski, est-ce que vous pouvez d'abord nous faire une petite synthèse sur la situation en Ukraine après 4 ans de guerre et quels enseignements l'Union européenne pourrait-elle tirer de la résistance ukrainienne pour repenser aussi son projet politique? Je vais directement dans le cœur du sujet et nous rappeler aussi par rapport aux travaux que vous avez posés que vous avez eus sur la dimension spirituelle et historique de l'Europe, comment la guerre en Ukraine a réactivé ou transformé l'idée d'une identité européenne commune. Merci et bonsoir à tous. C'est un plaisir, un honneur pour moi d'être parmi vous. C'est de vastes questions auxquelles on ne peut pas répondre en quelques minutes, mais je vais quand même essayer, en commençant par dire que si on fait un constat de ce qui se passe après, non pas 4 ans, mais bien plus, puisque la guerre a commencé en 2014, donc c'est 2026, ça fait 12 ans. Le mot, moi, qui me frappe de plus en plus, par lequel je commence, c'est le terme que j'assume de génocide. Parce que, d'un point de vue historique, ce qu'on constate depuis plusieurs siècles, c'est que la Russie n'accepte pas l'Ukraine comme étant un État-nation indépendant et souverain. Et ça, c'était déjà le fait des tsars, ça a été le cas à l'époque soviétique, et ça l'est de nouveau à l'époque poutinienne. Il y a eu une petite parenthèse avec Yeltsin, mais aujourd'hui, il y a eu tellement de déclarations et tellement de gestes qu'on est obligé de reconnaître que ce qui se passe est extrêmement grave. On a un séminaire de recherche au Bernardin sur la justice transitionnelle en Ukraine et des juges nous ont expliqué qu'il y avait plus de 222 000 cas, enquêtes pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité ouvertes en Ukraine. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça représente. Plus de 220 000 enquêtes sur des crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Donc voilà, là, il faut commencer par ça. Il faut dire que ce qui se passe n'est pas juste un conflit territorial. C'est gravissime. Et ça concerne bien entendu tous les Européens, puisque ce qui nous unit d'abord, c'est les principes de la Charte des droits de l'homme, etc. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, par rapport à la question de à quoi représente cette guerre, c'est une guerre de civilisation, donc. Et cette guerre de civilisation, d'un côté, on a un empire qui renaît,
et qui cherche à imposer sa volonté à ses frontières, que ce soit la Géorgie ou même la Tchétchénie, ou en tout cas l'Ukraine, et aujourd'hui en menaçant la Finlande, les pays baltes, etc. Un projet revanchiste, un projet pour Timothy Snyder néo-fasciste, vraiment un projet totalitaire. Et d'un autre côté, ce que défendent les Ukrainiens, c'est l'attachement à l'Europe. C'est cette idée que les nations sont unies, non pas uniquement par la langue, ou par la mémoire, ou par la religion, ou par le territoire. Et ça, c'est déjà Ernest Renan qui le disait en 1880 à la Sorbonne. Ce qui fonde les nations, c'est la conscience morale. En France, Ernest Renan disait ça en 1881 pour, pour dire bah, la République, ça intègre aussi l'Alsace, la Moselle. Et pourquoi? Parce que c'est liberté, égalité, fraternité qui unissent tous les citoyens français. Eh ben, la révolution de Maïdan, les Ukrainiens eux-mêmes, en 2014, l'ont appelée la révolution de la dignité. Ce qui nous unit plus que le fait qu'on soit russophone, ukrainophone, de l'Est ou de l'Ouest, orthodoxe ou catholique, c'est que la dignité de l'homme, c'est quelque chose avec lequel on ne transige pas, c'est fondamental. Donc voilà, il est là l'enjeu. C'est pour ça qu'on dit que c'est une guerre de civilisation. Et alors, la conséquence pour nous, puisqu'effectivement vous avez abordé directement le but de cette conversation, c'est bah, de comprendre que l'Ukraine se bat de façon extrêmement forte depuis donc 2014, et on se rend compte aujourd'hui que l'Ukraine est le bouclier de l'Europe. C'est-à-dire, on sait très bien que si l'Ukraine lâchait prise, demain, et déjà ça a commencé, les drones qui survolent encore cette semaine la Roumanie et la semaine dernière les pays baltes, les Finlandais, les Suédois qui demandent à faire partie de l'OTAN, ils se savent directement menacés. Donc voilà, depuis plus de 12 ans, les Ukrainiens parviennent à maintenir l'Ukraine, la Russie à distance, mais l'Union européenne, c'est l'étape d'après. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire, bien entendu, qu'il faut les aider, mais ça veut dire surtout que nous devons nous transformer d'une Union européenne herbivore à une Union européenne qui devient véritablement une force géopolitique. C'est ça que ça veut dire. Et je pense qu'on n'a pas encore suffisamment pris la mesure de ça. Dans les pays baltes, quand vous discutez, moi je vais souvent en Pologne ou en Lituanie, là ils se sentent en guerre, les gens. Ils se sentent vraiment en guerre. Nous, même si le président Macron a dit que c'était un danger existentiel, que la France devait rentrer dans une économie de guerre, on n'est pas encore dans l'opinion publique conscient du fait que nous sommes en guerre. Donc voilà, c'est ça que ça signifie d'abord. Merci, merci beaucoup. Sylvain Kahn, au début de votre ouvrage, vous parlez de l'Europe qui ne se reconnaît pas comme État et que l'Europe se construit dans les guerres. Qu'entendez-vous par là et qu'est-ce que la guerre en Ukraine peut faire évoluer au sein de l'Union européenne? Est-ce que la fin des dividendes de la paix, comme on les a appelés, a-t-elle rendu l'approche fédérale plus désirable? Bonjour à toutes et à tous. Moi aussi, je suis très, très heureux d'être ici et très honoré d'être reçu en plus dans cette magnifique mairie qui est vraiment très, très belle. Donc, effectivement, c'est un de nos collègues estimés et préférés. Il est décédé il y a un peu plus de 10 ans maintenant, Charles Tilly, qui est un politiste et sociologue canadien, qui, pour résumer une énorme enquête qui lui a pris beaucoup d'années de sa vie sur la construction des États européens du Xe siècle au XXe siècle. Donc il a résumé ce livre de 1000 pages par une formule qui est: en Europe, l'État a fait la guerre a fait l'État. Voilà. Bon. Alors évidemment, sa démonstration est assez, est très robuste, elle est très charpentée.
Bon, par ailleurs, ça n'arrive pas qu'en Europe, hein, historiquement, mais il y a effectivement derrière cette, cette démonstration l'idée que progressivement dans l'histoire, les États se construisent en quadrillant un territoire, en mettant la main sur des sociétés, en organisant le monopole des ressources, notamment pour étendre un pouvoir de contrôle qui, de proche en proche, finit par aboutir à ce que Max Weber a appelé le monopole légitime de la violence. Bon, voilà. Et donc, effectivement, dans la mesure où l'hypothèse qui est la mienne dans cet ouvrage, L'Europe, un État qui s'ignore, consiste à dire que l'Union européenne est en fait un État et que ça faciliterait beaucoup de choses si on l'appelait un État, plutôt que de se demander si c'est une bonne idée qu'elle existe et pourquoi elle existe et peut-être qu'elle pourrait ne pas exister, et puis si c'était une confédération, une fédération, une association, un OPNI, etc. Donc j'ai dit, bah, je me suis référé à Charles Tilly, qui est notre, enfin je vous dis, une espèce de référence en sciences sociales. Je me suis dit, bon, est-ce que la manière dont les Européens se mobilisent à leur façon pour soutenir l'Ukraine et sanctionner la Russie, est-ce que ça serait d'une façon certes un peu inattendue, la manière qu'aurait l'Union européenne, disons, de rentrer dans le schéma et dans le modèle de Charles Tilly. Voilà, c'était un peu ça l'idée. Alors, évidemment, vous voyez tout de suite les raisons de dire, ah ben non, là on n'est pas du tout dans le schéma de Tilly, parce que ça n'a échappé à personne, l'Union européenne ne fait pas la guerre. C'est-à-dire, si on veut parler concrètement, l'Union européenne n'est pas entrée en guerre. Elle a déclaré la guerre à personne, et puis elle mobilise aucun soldat. Il n'y a pas un soldat européen. Enfin, il y a sûrement quelques forces spéciales, et c'est gardé secret, parce que c'est le principe des forces spéciales, hein. Quand elles sont sur le terrain, on ne dit pas qu'elles le sont. Il y a sûrement les services secrets. Bon, bref, voilà. Mais en tout cas, les Européens n'ont pas déclaré la guerre à la Russie, et les Européens n'envoient pas de troupes, même sur le sol ukrainien. Voilà. Bon. Donc, d'un point de vue non seulement formel, mais même exact, l'Union européenne n'est pas en guerre et ne fait la guerre à personne. Et d'ailleurs, elle ne fait la guerre à personne parce que les Européens ont tellement changé de mentalité depuis 1945 que, bon, une fois passées les guerres d'indépendance, enfin les guerres coloniales, qui étaient d'ailleurs en réalité soutenues par de toutes petites fractions de l'opinion publique, en réalité, les Européens ne sont plus historiquement intéressés par faire la guerre. Voilà. Alors peut-être qu'un jour, les Européens auront à faire la guerre pour se défendre s'ils sont agressés. Mais vous voyez bien, là, on le voit très très bien aujourd'hui, on voit ce que c'est qu'un grand pays qui est soi-disant, enfin il ne l'est plus maintenant, mais qui a très longtemps été l'allié des Européens, qui regarde un certain nombre, dont le gouvernement regarde un certain nombre de territoires en disant, tiens, celui-là, je l'envahirai bien, je l'annexerai bien, y compris si c'est un morceau du territoire européen. En Europe, enfin, ça viendrait à l'idée de personne, même les dirigeants nationalistes en Europe ne disent pas, je vais résoudre mon problème en allant envahir mon voisin ou un pays lointain. Bref, donc tout ça pour dire que euh, peut-être que la mobilisation des Européens enfin, aux côtés de l'Ukraine, mais c'est une mobilisation, encore une fois, qui est une mobilisation, je ne sais pas comment la qualifier, de soutien. C'est un soutien. Ce n'est pas aller faire la guerre aux côtés des Ukrainiens. Peut-être que cette mobilisation, en effet, est un accélérateur d'intégration européenne, d'étaticité européenne. De ce point de vue-là, Chloé, la réponse à votre question serait oui. Maintenant, est-ce que on peut dire que l'Union européenne se découvrirait au travers de sa réaction à cette guerre comme un État euh, guerrier? La réponse est non. Merci, très clair. Je reviens, Antoine Arjakovski, sur votre livre Comment sortir de la guerre. Vous l'avez publié il y a déjà 1 an. Est-ce que vous pouvez nous préciser pour vous les conditions pour sortir de la guerre et puis quelle analyse vous portez 1 an après où il y a eu effectivement des négociations d'échec en échec sur comment les choses ont bougé, quelle perspective. Et pour vous, quel défi la fin de la guerre qu'on espère
proche pour au moins les civils pose pour l'Europe. Je reviens juste sur ce que vient de dire Sylvain avant de répondre à votre question. Oui, l'Europe ne fait pas la guerre à la Russie. Par contre, la Russie fait la guerre à l'Europe. C'est ça qui change la donne. La Russie, dans sa doctrine stratégique militaire, considère l'Union européenne comme son premier ennemi. Et donc, il y a une guerre hybride qui est menée. On voit des drones russes au-dessus des aéroports européens. On voit de la désinformation massive pour manipuler les élections en Moldavie. Et aujourd'hui, on sait que c'est arrivé aussi en France et ça risque de venir si. Et c'est pour ça qu'on veut adopter une loi au Parlement pour lutter contre. Donc, on est agressé. Et donc, c'est la raison pour laquelle il y a un moment où, quand même, il faudra bien qu'on se mobilise là-dessus. Et donc, pour répondre à votre question, quelles sont les conditions pour sortir de la guerre, la première, pour moi, c'est de sortir d'un pseudo-réalisme qui a été la force dominante de notre diplomatie française et européenne. Et ce pseudo-réalisme, c'est de dire, moi ce que je vois, c'est que la Russie est une puissance nucléaire, que l'Ukraine est un pays certes important mais moyen par sa population, etc., que la Russie est au Conseil de sécurité des Nations Unies. Enfin, la diplomatie européenne a cherché à ménager, à pratiquer une politique d'apaisement pendant des années et des années, en raison de ce que Hubert Védrine, par exemple, mais je pourrais en citer bien d'autres, appelait le réalisme. Voilà. La vérité, c'est que c'est pas réaliste du tout que de pratiquer la politique d'apaisement. On ne fait que nourrir la bête. On ne fait qu'encourager la bête parce que des dictateurs comme Poutine voient que l'Europe est tétanisée en réalité. Et donc, ils avancent très facilement. Donc, on peut parler de ça très longtemps, mais s'il y a une première chose déjà à comprendre, c'est que le vrai réalisme, c'est d'associer nos intérêts à nos principes. Ça veut dire arrêter de pratiquer la diplomatie multivectorielle, c'était ça l'expression. Parce que moi, j'ai passé 17 ans en Russie et en Ukraine, j'ai travaillé à l'ambassade de France à Moscou, j'ai travaillé à l'ambassade de France à Kiev, j'ai donc pratiqué pas mal de diplomates et le terme utilisé, c'était la diplomatie multivectorielle. Ça veut dire un jour, on peut négocier avec la Russie parce qu'on a des intérêts communs pour lutter contre le terrorisme, pour laisser passer des avions vers l'Afghanistan. L'autre jour, on gronde la Russie parce qu'on dit c'est pas bien ce qu'ils ont fait en Géorgie et voilà. Donc cette diplomatie vectorielle, c'est en réalité un cache-sexe pour dire que on sépare éthique et diplomatie. Donc le vrai réalisme, c'est de faire en sorte que nos intérêts soient arrimés à nos principes et nos moyens à nos finalités. Ça, c'est vraiment la leçon numéro un et dont sont en train de prendre conscience un certain nombre de diplomates en Europe, je me réjouis. La leçon numéro 2, c'est bien entendu, dès lors qu'on assume le rapport de force, eh bien on comprend que ce n'est pas ce qui est visible qui est puissant. Ce qui est puissant, en réalité, ce n'est pas forcément les chars que vous voyez, les drones qui vous bombardent. Ce qui est puissant, en tout cas ce qui a gagné la guerre au XXe siècle, c'est le droit international. C'est la puissance du droit. C'est ce qui a permis de gagner les 3 guerres mondiales. 14-18, avec le traité de Versailles, 39-45, avec la Charte des Nations Unies, et puis la guerre froide, qu'on appelle froide alors qu'elle était très chaude et que c'était une véritable guerre mondiale entre donc 1949 et 1991, eh bien ça a été tous les traités après 91. C'est cette idée que oui, le droit est plus puissant que la force militaire. Donc, et que la vérité est plus puissante que les fake news. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Poutine dépense tellement de millions dans la propagande. La vérité, c'est pas quelque chose qu'on voit immédiatement, et pourtant c'est infiniment plus puissant. Sinon, on mettrait pas des chaînes de télévision comme Russia Today à des centaines de millions de dollars sur le terrain.
Si on est donc bien conscient que ce qui est puissant n'est pas nécessairement ce qui est visible, et donc du coup, si on assume le fait que nous sommes puissants par tout ce qui nous unit Européens, eh bien, à ce moment-là, il faut être très ferme sur les sanctions. Là, par exemple, on vient de laisser passer un pétrolier qu'on avait arraisonné en mer Méditerranée. On lui a donné une petite amende et puis il est reparti très tranquillement en Chine. On n'a pas du tout saisi tout le pétrole qu'il transportait de Mourmansk. Ça veut dire, c'est des fausses sanctions, c'est des pseudo-sanctions, ce que nous faisons. Il faut ouvrir les yeux là-dessus. On continue à importer du gaz par Total Energy de Mourmansk et du Grand Nord. Donc, voilà, pour l'instant, les sanctions, on a 20 paquets de sanctions et à chaque nouveau paquet de sanctions, on se dit, ah ben, pourquoi on n'a pas pensé plus tôt à sanctionner Rosneft ou voilà, bon. Donc, de vraies sanctions contrôlées. Ça, c'est pour commencer. Ensuite, oui, des armements, mais pas pour permettre à l'Ukraine de survivre. Il y a 3 semaines, les Ukrainiens qui, vous savez, reçoivent, là, cette semaine, ils ont reçu 600 drones en une nuit. 600 drones en une nuit, et dans la même nuit, 35 missiles. Vous imaginez ce que ça peut représenter. Et ça, c'est 2 fois par semaine, chaque mois. Eh bien, il y a quelques semaines, ils ont reçu les batteries antimissiles la veille du jour où Kiev était bombardé. Vous imaginez pour Lyon ce que ça pourrait représenter. Donc, nous continuons à réfléchir s'il faut accorder un prêt à 90 milliards d'euros et on se dispute entre la Hongrie et les différents pays sur ces sujets, alors que, voilà, à 2 heures en avion de Paris, c'est une histoire de vie et de mort. Donc, il faut réellement livrer non pas une batterie SAMPT comme l'a fait le président Macron cette année, mais une vingtaine de batteries. C'est ça qui permettrait de protéger le ciel ukrainien. Avec Sylvain, on fait partie d'une coalition Sky Shield. On pense qu'il faudrait aussi mettre à disposition des avions dans les pays baltes pour permettre ce qui est dans nos obligations. Nous avons signé le mémorandum de Budapest à l'époque du président Mitterrand qui garantissait la souveraineté des frontières ukrainiennes en échange de sa dénucléarisation. Le minimum du minimum, c'est d'éviter qu'il y ait des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Parce que la nuit dernière, c'est les centrales énergétiques de Tchernigiv qui ont été visées, c'est des crimes contre l'humanité. Voilà. Et donc, je peux parler très longtemps de tout ça, mais je voudrais terminer quand même sur le plus important. Le plus important pour sortir de la guerre, c'est bien entendu de faire un partenariat Ukraine-OTAN. Même si l'OTAN aujourd'hui est dans une situation difficile compte tenu de ce qu'on voit aux États-Unis, si ce n'est pas l'intégration, en tout cas un partenariat, et dans tous les cas un système d'une base industrielle de défense européenne qui nous permettrait d'être dans une situation gagnant-gagnant. Parce que, et vous voyez ce qu'a proposé Zelensky aux Émirats arabes unis, en Arabie saoudite, en Jordanie, ils ont le système de défense par drone le plus puissant aujourd'hui dans le monde. Ça veut dire les Américains ne sont pas capables de proposer ce que Zelensky a proposé à l'Arabie saoudite la semaine dernière. Donc c'est gagnant-gagnant pour nous, mais eux aussi ont un besoin urgent de ces missiles. Et je termine par le fait que ce qu'il faut, c'est bien entendu l'intégration au sein de l'Union européenne, mais ça on va en reparler plus tard. Mais le plus important du plus important, c'est qu'on cesse d'être une coalition des velléitaires. Ce que j'appelle la coalition des velléitaires, c'est-à-dire ces 24 pays qui ont été rassemblés par la France et le Royaume-Uni, et qui disent quand demain la guerre sera terminée, alors nous assurerons votre défense. Ça, c'est se tromper d'époque, c'est se mettre hors de l'histoire. C'est aujourd'hui que les Ukrainiens ont besoin d'être protégés, pas demain, quand tout sera réglé. Donc, pour passer de cette coalition des velléitaires à une coalition de vainqueurs, il y a juste une chose qu'il faut intégrer, et c'est l'ancien ministre des Affaires étrangères ukrainien qui l'a dit à Sciences Po il n'y a pas très longtemps, à l'accueil des... C'est de dire quelles sont nos priorités à nous, Européens. Est-ce qu'on veut gagner cette guerre ou pas? Ou est-ce qu'on veut avoir toujours un danger mortel pour notre civilisation qui est le néofascisme russe à nos frontières? Voilà. Si on veut la gagner,
À ce moment-là, il faut qu'on fasse tout ce que je viens de mentionner. Merci beaucoup. Ça fait une excellente transition vers notre deuxième partie euh, sur ce paradoxe que vous soulevez, Sylvain Kahn, dans votre livre, l'Union européenne qui fonctionnerait en partie comme un système fédéral, en partie comme un État, en refusant de se définir comme tel. Alors déjà, vous dites que l'Europe est devenue un État le 21 juillet 2020. Je ne sais pas si vous vous souvenez ce que vous faisiez le 21 juillet 2020. Moi, j'ai recherché. Mais en tout cas, on aimerait bien que vous nous précisiez pourquoi. Et puis revenir un petit peu sur ce lien entre État et nation qui s'est ancré dans notre culture politique. Montrer que, effectivement, est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de nation européenne qu'on refuse de voir l'Union européenne comme un État et qu'est-ce que est-ce qu'on doit s'inspirer de l'État-nation ou est-ce qu'il faut penser une nouvelle forme d'État? On aura l'occasion de creuser un petit peu d'autres choses. Et je laisserai peut-être repréciser pour tout le monde la notion de nation et la notion d'État et sa distinction, sans nous faire... mais pour voilà, tous ceux qui n'ont pas encore lu Anne-Marie Thiès, votre livre. C'est vendredi soir, hein, on n'est pas à la fac. Hein. Je ne vais pas faire un cours sur l'État et sur la nation. Non, sérieusement. Sérieusement, disons, en fait, dire que l'Union européenne est un État, bon, d'abord, c'est une proposition de chercheurs. Hein, donc, évidemment, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Je veux dire, j'ai plein de collègues qui ne sont pas d'accord. Et comment dire, c'est complètement légitime. C'est une proposition, on en débat. Bon, dans la vie politique, là, il y a des gens qui peuvent être très surpris. Enfin, quand je dis dans la vie politique, dans la vie publique, si vous préférez, pas seulement chez les militants. Dans le débat public, il y a des gens qui sont très surpris, puis il y a tous les citoyens ou tous les militants qui se sentent sincèrement souverainistes. Évidemment, ça ne va pas du tout leur plaire qu'on dise que l'Union européenne est un État. Voilà. Donc effectivement, dire que l'Union européenne est un État, c'est pour essayer d'abord de sortir de l'indétermination, puisque ça fait... On ne dit jamais ce que c'est que l'Union européenne, on dit toujours ce que ce n'est pas. Voilà. Bon, alors, du coup, ça donne l'impression d'un truc un peu ectoplasmique, mollasson. Et puis, alors qu'un État, ben, dans la représentation commune, c'est quand même quelque chose d'assez sérieux, puis d'un peu dur, quoi, d'un peu... voilà. Donc déjà, c'est une proposition qui surprend, et moi, j'essaye effectivement de l'étayer. Mais encore une fois, c'est pas parce que mes arguments se veulent robustes qu'il n'y a pas d'état de contre-argument. Bon. Et puis, ce qui autorise aussi à dire ça, c'est que depuis à peu près un quart de siècle, en sciences politiques, en philosophie politique, en histoire, en géographie, on a beaucoup fait évoluer la réflexion sur l'État. Maintenant, on parle d'État failli, d'État manqué, d'État incomplet. Bon, voilà. Justement, l'État-nation, on en est un peu sorti. Là, je parle vraiment de la communauté académique. C'est-à-dire que l'État-nation, enfin, moi j'ai fait partie de ceux, il y a déjà une quinzaine d'années, qui l'ont un peu relativisé. Non pas pour dire qu'il n'existe pas, évidemment, et c'est très important historiquement, mais pour le remettre à sa juste place dans l'histoire et dans l'espace. Hein. Si vous prenez des cartes politiques de l'espace européen, bon, on ne va pas remonter à l'Empire romain. Enfin, d'abord, je parle d'espace européen. Donc, du temps de l'Empire romain, il n'y avait pas d'espace européen. Donc, on ne va pas remonter à Charlemagne. Remontons au traité de Westphalie 1648. Ok, bah, vous faites une succession de cartes, mettons tous les 50 ans, et bah, vous allez tous trouver la réponse. À quel moment dans l'histoire y a-t-il eu sur cette carte uniquement, en termes d'entité territorialo-politique, uniquement des États-nations? Voilà, jusqu'à aujourd'hui. Et si on considère qu'il y a aussi maintenant l'Union européenne, on va dire jusqu'en 1950. Vous voyez, je dis uniquement, hein. C'est très court. Voilà, c'est tout. Bon, voilà. Donc ça, c'est déjà juste une manière de dire, OK, l'État-nation, c'est très important parce qu'on est encore dedans, bien sûr. Et non, mais je suis hyper sérieux, hein, je ne suis pas du tout ni ironique ni dépréciatif. On est encore dedans, donc c'est très structurant pour nous encore aujourd'hui.
Pardon? Oui, enfin, on pourrait dire pareil pour les Portugais, pour les Espagnols. Vous avez raison, bien sûr, évidemment, surtout quand on est français, mais pas que. Même pour les Suisses, c'est très important l'État-nation, sauf que eux, justement, ils ne disent jamais d'eux-mêmes qu'ils sont un État-nation. C'est assez rigolo, alors que pourtant, c'est vraiment un État-nation. Donc, bon, bref, je ne vais pas faire toute la démonstration, mais en fait, on peut, au bout du bout, dire il y a 27 ou 28 si on met la Suisse, et 29 si on met le Royaume-Uni, manières de faire État-nation. Hein, alors, moi, j'ai eu c'était pas spécialement des maîtres à penser, mais en tout cas, des espèces de profs un peu tutélaires à Sciences Po, comme Bernstein et Milza, par exemple, qui ont commis des articles en expliquant que dans l'histoire de l'Europe et même du monde, il y avait deux grands types d'États-nations, deux grandes matrices qui permettaient de tout comprendre, le français et l'allemand. Allez dire ça aux Thaïlandais. Et que euh, l'État français, ben voilà, c'est ce que Antoine a rappelé tout à l'heure, c'est la volonté. Et puis, et en même temps, c'est vieux, patiné par le temps. Alors que l'État allemand, c'est un machin ethno-linguistique, c'est pas vraiment un plébiscite de tous les jours. Puis c'est très récent, finalement, ça vient d'apparaître, ça pourrait s'écrouler demain. Voilà, bon, ça marche pas avec la Belgique, ça marche pas avec la Belgique, ça marche pas avec la Grèce. Ça, enfin, vous voyez, il y a plein de cas en Europe. Encore une fois, je ne vous parle même pas de l'Indonésie, ni de la Thaïlande, ni du Vietnam. Bon, voilà. Donc, déjà, l'État-nation, ça c'est la réponse à votre dernière question, il faut le remettre à sa place, non pas du tout pour dire qu'il n'existe pas, évidemment c'est hyper important, mais juste pour dire que c'est un moment dans l'histoire des Européens et qu'en plus ce moment on l'a énormément mythifié. Voilà, bon ça c'est un premier point. Et donc si vous regardez l'histoire longue des Européens, eh ben, vous voyez que les Européens, ils sont d'aujourd'hui. Nous sommes les héritiers d'une longue histoire dans laquelle il y a, c'est un peu le festival permanent des formes étatiques. La République d'Eugène, la République de Venise, euh, l'État du Saint-Siège, le royaume polono-lituanien, puisque, hein, voilà, la Ligue hanséatique, bon, oui, enfin, je sais pas, le Saint-Empire romain germanique, Milan, sympa ça. Milan qui a changé plein de fois, qui a muté, etc. L'Empire des Habsbourg, l'Empire espagnol, qui s'est à un moment donné. Enfin, bref, je ne vais pas vous faire toute la liste, mais vous voyez, bon. Donc, dans l'histoire des Européens, alors, moi, je me suis amusé. Moi, je suis contemporaniste, comme on dit chez nous. Hein. C'est-à-dire, moi, enfin, je peux remonter jusqu'à la Révolution française. J'ai étudié la Révolution française il y a très, très longtemps. Après, l'histoire moderne, évidemment, je suis un amateur. L'histoire médiévale, encore plus. Voilà. Mais j'ai quand même appris, quand j'étais étudiant, on avait un grand, je vais encore dire un grand maître. Enfin, moi, je n'ai jamais eu comme prof, mais enfin, il était considéré vraiment comme un très grand prof. Bernard Guéné, il s'appelait. Et il y avait un bouquin, une espèce de grand classique sur la genèse de l'État médiéval, enfin la genèse de l'État royal ou l'État médiéval. C'est vrai, hein, vous êtes d'accord? Bon, voilà. Donc, et l'État médiéval. Alors moi, je veux bien qu'on compare qu'on dise l'Union européenne n'est pas un État, c'est un ectoplasme et tout, mais enfin, si on dit, je ne sais pas, moi, que l'évêché de Trèves était un État, par exemple. Bon, voilà. Donc, il me semble que, d'une part, alors c'est vraiment un argument d'historien et de géographe, hein, là je ne fais pas beaucoup ni de philosophie politique, ni de sciences politiques, mais que, fort de cette longue tradition, par ailleurs, encore une fois, extrêmement diverse et variée, on peut considérer, en tout cas c'est une proposition, que l'Union européenne vient, si vous voulez, dans le cours de cette longue histoire, comme une étaticité bâtie par les Européens supplémentaire. Alors, elle est ni mieux, enfin, c'est pas du tout normatif, hein, mon propos. Elle est ni mieux ni moins bien. C'est pas mieux, moins bien, c'est pas plus, c'est pas moins. C'est juste une de plus dans une longue histoire. Et il me semble que ça peut s'expliquer par deux raisons. La première, c'est celle que j'ai évoquée tout à l'heure, à savoir que les Européens ont été quand même un peu vaccinés par, disons, l'idée que mon État-nation est quand même ce qui se fait de mieux en général, en politique, dans le monde et dans mon espace, parce que entre 1914 et 1945, cette représentation a quand même mené, comme disait Paul Valéry, les Européens au bord du suicide ou de la disparition. Voilà. Et donc, du coup,
quelque chose qui s'est appelé le nationalisme, bon, et qui naît, on va dire, progressivement, bon, bref, mais qui à un moment donné devient très vif, schématiquement entre 1865 et 1945, devient tout d'un coup dévalué. Bon, et la nation un peu avec. Alors d'évaluer, la nation, me semble-t-il, devient un peu, si vous voulez, sécularisée, laïcisée, elle devient désacralisée. C'est très important, c'est une référence très importante, c'est une forme territorialo-politique très importante, mais parmi d'autres. C'est plus l'alpha et l'oméga de la vie politique, parce que ça a donné ces deux guerres mondiales absolument catastrophiques. Et donc à partir de là, ces traditions dont je parlais tout à l'heure, bah, peuvent à nouveau un peu respirer. Enfin, oui, c'est comme en géographie, il y a comme une espèce de surface d'érosion, et puis du coup, on voit toutes les autres couches qui affleurent. Et tout ça permet, alors d'abord, ça donne envie aux gens de dire on va peut-être faire un truc où on va s'associer ensemble pour relever les défis communs. En 1945, les Européens étaient en très, très, très mauvaise posture. Je prends juste deux indices qui vont parler à beaucoup ici. Les tickets de ravitaillement en France, c'est jusqu'en 49. 49, hein. Et l'appel de l'abbé Pierre contre le mal logement, c'est 54. Et on est 10 ans après la fin de la guerre. Si vous regardez Allemagne année zéro, Rome ville ouverte, vous voyez l'état de. Bon, il n'y a pas eu Le Havre année zéro, mais enfin, vous connaissez tous l'état du Havre en 1945. Voilà, donc on a un collègue belge qui s'appelle Peter Lagroux, qui est un historien de la Seconde Guerre mondiale, à qui un jour qui a intervenu dans un colloque un peu sur l'Europe, et puis qui a dit un truc très marrant, quoi, enfin très, très vrai, mais il fallait ne pas être historien de la construction européenne pour le voir et pour le dire. Il a dit, bah, finalement, la construction européenne, c'est juste une politique publique parmi beaucoup d'autres pour résoudre des problèmes incommensurables auxquels étaient confrontées à l'époque les classes politiques. Voilà. Et donc ils ont fait l'Europe en plus de l'État-providence, en plus des politiques de développement économique et de reconstruction et de prospérité. Tout ça pour éviter le retour du fascisme, c'est-à-dire pour faire en sorte qu'il y ait enfin l'intégration des masses, comme on disait à l'époque. Donc la construction européenne, c'est quand même une espèce de bricolage. Je veux dire, vous avez eu raison de rappeler tout à l'heure qu'il y a, disons, des idéologues, des gens qui ont... Voilà, mais quand quand la construction européenne rentre concrètement dans les faits, devient un vrai objet politique, en réalité, c'est une politique publique parmi d'autres, avec des tas de problèmes à résoudre. Et les gouvernements de l'époque et les assemblées nationales de l'époque, c'était comme maintenant, hein, ça veut dire vous arrivez, vous êtes élu avec un programme, et puis vous vous retrouvez avec des tas de trucs qui vous pètent à la figure tous les jours, des gens qui manifestent, des problèmes qui n'étaient pas prévus, un pont qui s'écroule. Enfin, c'est ça la vie politique, c'est ça gouverner. Et du coup, on fait la construction européenne aussi, j'ai presque envie de dire, de surcroît. Voilà. Et à la fin, 75 ans plus tard, on se retrouve avec quelque chose qui ressemble de plus en plus à une construction étatique, avec de la souveraineté mutualisée, des politiques publiques qui organisent le territoire, le fait que finalement, pour lutter contre le Covid, c'est quelque chose qui se fait à 27 avec la Commission, la BCE, la BEI et les programmes de financement européens. Alors on peut continuer à dire que ça n'a rien à voir avec un État, mais au bout d'un moment, il y a même un endettement européen, des bons du Trésor européen. Voilà, moi je dis juste que d'un point de vue un peu empirique, si vous voulez, on peut toujours continuer à dire, il y en a de plus en plus des éléments de souveraineté qui sont mutualisés, des éléments de politique publique qui sont organisés, co-organisés à l'échelle de l'Europe, et dire que c'est un OPNI. Mais ça serait plus simple si on appelait ça un État pour en débattre. Voilà. Merci beaucoup, parce que vous êtes exactement en train de parler de la fédéralisation rampante dans laquelle vous parlez dans votre livre. Je ne reprends pas le terme de fédéralisation. Hein. Vous ne le reprenez pas. Mais on peut en débattre, hein, si vous voulez. N'empêche que vous parlez quand même d'État. Et on va y revenir après sur la notion d'État supranational pour définir le modèle européen. Pourquoi c'est si dur à assumer politiquement le fait d'un État supranational, et ce serait quoi un État supranational si ce n'était pas un État fédéral? Je réponds très rapidement parce que du coup, effectivement, j'ai pas répondu à votre première question sur pourquoi est-ce qu'on refuse de le voir comme ça. Alors, on refuse, faudrait voir qui. Moi, encore une fois, je pense que c'est pas tellement qu'on refuse, c'est surtout on n'y pense pas. Et puis, ça dépend des pays. Hein. Il y a des pays où il y a une culture politique, on va dire, qui est plus familière de la construction européenne, enfin, qui est plus familière du régime politique européen.
Voilà. Alors c'est plutôt, on va dire, les peuples ou les sociétés, je préfère le terme de société, où les cultures politiques sont pour le coup plus proches effectivement d'un système politique fédéral. Hein, voilà. Vous savez, en France, on est très, enfin, bon, ça fait longtemps que je ne me suis pas plongé dans les programmes scolaires du primaire, mais ça n'a pas dû beaucoup changer. En tous les cas, ceux du secondaire, dès le collège, je ne sais pas si son nom apparaît, quoi qu'à mon avis, enfin, je n'ai pas vérifié récemment, mais il y a encore une dizaine d'années, il apparaissait en classe de quatrième. Jean Bodin, La République. Bon, c'était très important, c'était les guerres de religion. Donc à un moment donné, il y a un juriste, philosophe, un grand penseur qui travaillait pour le Conseil royal, etc. Enfin, il n'était pas le seul, mais à un moment donné, qui a essayé de définir ce que c'était qu'une souveraineté qu'on pouvait dégager des guerres de religion. Voilà, puisqu'il est clair que le fait d'être le représentant de Dieu sur Terre, ça suffisait plus à assurer la paix civile. Bon, bah, il se trouve que dans un certain nombre, disons, dans l'ère couverte par, alors à l'époque, la culture politique, pour aller très vite, du Saint-Empire romain germanique, donc qui grosso modo correspond à actuellement, très très grosso modo, l'Allemagne, la Suisse, les Pays-Bas, ce genre de choses. Enfin, c'est pas ce genre de choses, disons, ce type de pays, ce type d'espace. Bah, il n'y avait pas Baudin, il y avait on va dire un homologue qui s'appelait Althusius. Bon, voilà. Donc, ça, c'est juste pour dire, enfin, encore une fois, moi, je n'ai pas du tout la prétention, comme Céline Spector, dont je vois le livre là devant vous, de connaître ces penseurs qui sont très importants. Hein. C'est juste pour signaler que si vous faites un parcours scolaire en France, puis j'ai même parfois vérifié avec mes collègues juristes à Sciences Po, qui sont à l'école de droit, je leur ai dit, mais vous, dans vos études de droit, évidemment, vous avez étudié Bodin, mais vous avez aussi étudié Althésus. Ils m'ont dit, ah non, 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 on l'a découvert beaucoup plus tard. Donc même à la fac, c'est pas enseigné. Enfin, oui, c'est un truc de dingue. Donc, donc vous voyez, donc là, c'est pas on refuse, c'est culturel, si vous préférez. Alors, qui refuse? Alors, bon, là, il faut être. C'est pas un problème de valeur ou d'idéologie. On va prendre un exemple très concret. Si je vous dis Parlement européen, tout le monde voit ce que c'est. Mais vous allez voir un Indonésien, vous lui dites, en Europe, on a un Parlement, le Parlement européen. Il va tout de suite voir ce que c'est. Hein, L'Indonésie, 260 millions d'habitants, plus grand pays d'Asie du Sud-Est, 90% de musulmans, plus grand pays musulman du monde, blablabla. Un État fédéral. Bon, ça dépend un peu, parfois c'est un peu plus autoritaire, mais c'est un État fédéral. Voilà, comme l'Inde. Vous dites Parlement européen, tout le monde comprend. En Indonésie, en Inde, partout dans le monde. C'est comme nous ici, on nous dit les États-Unis et le pays fédéral, tout le monde comprend, même si c'est un peu flou. Voilà. Bon, si je vous dis Conseil de l'Union européenne, quoi? Vous allez voir un Indonésien, pareil, vous faites. Oui, et à côté du Parlement européen, on a aussi le Conseil de l'Union européenne. Voilà. Si on l'avait appelé Sénat européen, juste Sénat européen déjà. Bon, si on l'avait appelé Parlement des États, parce que c'est ça en fait, hein. C'est un co-législateur, on a deux chambres, on a même, c'est toujours comme ça, même après le traité de Lisbonne, le Conseil de l'Union européenne a plus de pouvoir, en tout cas, il a du pouvoir. Il y a un certain nombre de domaines dans lesquels il a un pouvoir que le Parlement européen n'a pas. Et en fait, c'est le Parlement des États. Il y a 27 représentants, il y a 27 membres, plus le représentant de la Commission qui siège de droit, mais on l'appelle jamais comme ça. Si on l'appelait comme ça, déjà tout le monde comprendrait. Alors après, on pourrait débattre, on pourrait dire, ah, c'est pas un vrai Parlement, ou il y en a qui diraient c'est un Parlement incomplet. Bon, voilà. Mais au moins, on aurait un débat pour savoir de quel type de Parlement il s'agit. C'est comme en France, il y a des gens qui disent, il y a même un candidat à la présidence de la République décédé récemment qui a dit, bon, le Sénat, c'est un exoplane, ça sert à rien, on n'a qu'à le supprimer. Vous voyez? Donc aujourd'hui, on a un Sénat en France, une chambre haute, mais on peut avoir des discussions sur comment on pourrait dire, la caractérisation du Sénat. Mais au moins, Sénat, tout le monde comprend. Chambre haute. Voilà. Donc, alors, est-ce que c'est par intérêt? Est-ce qu'il y a des intérêts catégoriels qui font qu'on dit HRVP? HRVP, là, dans cette salle, tout le monde comprend HRVP. Même vous, Chloé, aux représentants. Si je dis aux représentants, là, tout de suite, ça revient.
vice-président de la Commission européenne. Voilà, le HRVP. Alors moi, j'ai eu un petit débat avec Sylvie Goulard qui m'a dit bah, c'est normal qu'on l'appelle HRVP et pas ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne parce que c'est pas un vrai ministre des Affaires étrangères. Il n'en a pas le pouvoir. Alors moi, je dis bah si, quand même. Il a peut-être. Mais donc, qui ne veut pas qu'on appelle le HRVP? Alors HRVP, c'est sûr que personne ne comprend. Voilà. Alors une fois, j'ai eu cette discussion avec des journalistes. Alors ils m'ont dit ah mais nous on dit jamais HRVP, on dit chef de la diplomatie européenne. Ils disent les deux, hein, franchement. Bon, voilà. Et qui n'a pas envie qu'on dise HRVP? C'est facile à comprendre, là. Il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique, ou d'avoir la grecque d'histoire, ou la grecque de sciences politiques. Évidemment, c'est les ministres. C'est-à-dire, c'est les militants politiques, des partis politiques qui aspirent à un jour arriver au gouvernement. Parce que imaginez si on appelait... Bon, alors, avec ministre des Affaires étrangères, je suis d'accord avec vous, c'est pas là où la démonstration est meilleure. Si on appelait le commissaire européen au commerce, celui qui vient de signer là, le Mercosur, si on l'appelait ministre européen du commerce extérieur et qu'on décidait d'appeler, je ne sais même pas comment il s'appelle le nôtre aujourd'hui, vous savez vous le nôtre. Personne ne sait. Hein, bon. L'actuel Le ministre de français. Là. l'économie? Non, du commerce extérieur. J'ai arrêté de suivre, mais on va Bon, vous laisser conclure. Voilà, ok. Si, bah, du coup, on dirait, au lieu de l'appeler ministre français du commerce extérieur, on dirait ministre délégué au commerce extérieur français. Non, parce que la réalité, tout le monde le sait, on vient de le voir avec le Mercosur, là. La réalité, c'est que le vrai ministre du commerce extérieur, le seul, il est à la Commission européenne. Et c'est un choix des États. C'est pas Mars Attacks de Tim Burton avec une soucoupe volante qui est venue se poser au-dessus des Européens. C'est le traité de Rome. Les gars, ils ont discuté pendant 2 ans. Ils ont décidé qu'on allait mutualiser une politique qui s'appelle la politique commerciale et qu'une fois qu'on s'était mis d'accord sur une position à l'époque à 6, maintenant à 27, on confiait le pouvoir de négociation et de décision à la Commission européenne et au commissaire. Donc personne ne comprend rien. Les gens disent ah, il y a un commissariat qui s'occupe du commerce. Non, il y a un vrai ministre européen et tous les autres ministres nationaux du commerce extérieur sont des ministres délégués ou des sous-ministres, comme dirait le canard enchaîné. Voilà. Donc ça, il me semble que c'est un signe qu'il y a un État européen. Voilà. Merci beaucoup. Antoine Arjakovski, ces réflexions sur un État supranational, qu'est-ce qu'elles vous inspirent? Vous évoquez tout le temps la question de la tension récurrente entre un attachement à l'État de droit, et on va y venir aussi un peu à la fin sur la vision impérialiste, et ça fera le lien avec les travaux sur l'impérialisme. Mais qu'est-ce que tout ça, ça vous évoque avec votre regard et ce dont on discutait au début? D'abord, je voudrais dire que j'ai lu ce livre de Sylvain Kahn, L'Europe a un État qui s'ignore, et j'ai été convaincu. Et du coup, je recommande sa lecture et je pense que c'est une vraie brèche dans notre conscience collective. Nous devons prendre conscience que l'Union européenne est un État qui s'ignore pour le moment, mais un État en formation. Donc merci d'avoir... Il y a des moments où c'est important de prendre conscience de ça. Je l'argumente en disant que ce que dit Sylvain Kahn, c'est que c'est un nouveau type d'État. Et ce nouveau type d'État fonctionne autrement que l'État moderne. L'État de Jean Bodin, c'était un État qui pensait la souveraineté de façon unique, indivisible, intransférable. Et c'était une forme de sécularisation de la façon avec laquelle, au XVIe siècle, on imaginait un Dieu tout-puissant. Au XVIe siècle, on imaginait un Dieu tout-puissant, mais qui était encore moral. Alors qu'à l'époque de Hegel, au XIXe siècle, la sécularisation va un peu plus loin. Et pour Hegel, l'État, qui est vraiment la force de l'histoire absolue, l'État, il doit pas se justifier éthiquement. Il est amoral. Ce qui en 1945 était insupportable. Et c'est pour ça que on a voulu sortir de ça. Et que à partir de 1950, avec Schuman, avec Adenauer, avec beaucoup d'autres, on a voulu sortir de cette étaticité d'un État tout-puissant, unique, indivisible, intransférable et amoral. Et ce qui apparaît progressivement et qui prend corps au fil des années et de la construction européenne,
c'est une nouvelle forme d'étaticité, j'aime beaucoup cette expression, euh, qui passe, et vous le décrivez très bien, par la mutualisation d'abord du charbon et de l'acier. Les industries de défense qui servaient à la guerre, finalement, on les mutualise et on construit la paix. Mais on a mutualisé plein d'autres choses. Et notamment le commerce extérieur, bien entendu. Mais beaucoup de choses, je ne vais pas revenir là-dessus. Et puis l'autre principe qui était important pour ces démocrates chrétiens qui étaient au début et qui était marqué aussi par la pensée personnaliste, c'était la subsidiarité, c'est-à-dire que ce qu'on peut faire à l'échelle locale, eh bien, on n'a pas à interférer depuis Bruxelles ou depuis des grandes capitales dans ce qui se passe localement. Bah, et ça a formé une nouvelle étaticité. Et donc, j'ai donc beaucoup apprécié ce livre, mais à la fin, je me disais, mais ça veut dire qu'il faut qu'on aille plus loin aujourd'hui. Il faut que l'Europe soit reconnue au sein des grandes instances comme le FMI. Au FMI, l'Europe n'est rien. Au G20, l'Europe n'est rien. Elle y est, pardon. À la à la Banque mondiale, elle n'est rien. Euh, Enfin bref, il y a plein d'instances internationales où l'Europe n'est rien. Elle n'est pas à l'ONU. Voilà. Donc, la première conséquence de cette prise de conscience, c'est ça. Alors, cela étant dit, je voudrais quand même apporter ma nuance. Ma nuance, c'est que moi, je suis proche de ce que Jacques Delors avait comme vision d'une fédération européenne des États-nations, qui a été repris par Gaëtane Ricard-Nihoul, qui a été à un moment la représentante de la Commission européenne en France, et qui a fait tout un traité juridique que je vous recommande sur cette fédération européenne des États-nations. Ça veut dire elle ne met pas par-dessus bord la notion de nation. D'abord, la notion de nation, elle ne commence pas à la Révolution française, elle est très ancienne et on en parle depuis l'Antiquité. Non, la nation, comme je le disais en citant Ernest Renan, c'est la conscience morale d'un corps social. Et peut-être alors pour nous Français, liberté, égalité, fraternité, mais pour nous individuellement, c'est aussi lorsqu'on éprouve du remords. Quand on a du remords, eh bien, certains grands chefs d'État viennent s'agenouiller devant, je ne sais pas, les Polonais pour ce qui s'est passé entre l'Allemagne et la Pologne pendant la Deuxième Guerre mondiale, ou bien quand on demande pardon à certains pays d'Afrique du Nord pour une politique de colonisation qui a pu être abusive, etc. Le remords est la marque extérieure de la réalité d'une conscience. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas le nier, ça a une dimension transcendante. Or, tout le problème de notre sécularisation dont j'ai parlé, c'est que, à force de mettre de côté les puissances transcendantes, eh bien, on en est venu à perdre cette idée que la nation, on peut pas la zapper, comme disent les jeunes, on peut pas. Mais au contraire, c'est ce qui fait la force des États qui s'associent librement. C'est parce que la Russie a mis une croix sur sa conscience morale qu'elle est devenue un empire et qu'elle n'est pas une nation. Il y a une phrase qui dit que la Russie est un État sans nation et que l'Ukraine serait une nation sans État. Ce qui n'est pas vrai, parce que justement, l'Ukraine est un État-nation en formation. Donc voilà, moi, c'est ça que j'aurais tendance à vouloir dire, c'est que il faut garder ce projet de fédération européenne d'États-nations, parce que sinon on devient un empire. Et de fait, le président Macron parle souvent de la nécessité d'une souveraineté européenne, mais qui inquiète parfois certains pays d'Europe centrale et orientale. Et moi, je crois qu'on ne deviendra pas un empire si on maintient ce projet de fédération européenne d'États-nations. Mais par contre, il faut aller plus loin dans cette prise de conscience que nous formons un État. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut mutualiser aujourd'hui la politique étrangère. Vous parliez de HRVP. C'est pas normal qu'un pays de 8 à 10 millions d'habitants comme la Hongrie ait bloqué l'action européenne vis-à-vis de l'Ukraine. L'Union européenne, près de 500 millions d'habitants, c'est juste impensable. Et donc, moi, ce que je pense, c'est que pas tous les domaines, il faut garder le pouvoir de sanction, comme c'est le cas aujourd'hui au sein du Conseil de l'Union européenne pour la politique étrangère,
On en a parlé récemment au Bernardin avec l'ambassadeur de Lituanie. Il était d'accord pour dire que les sanctions, on peut passer à la majorité qualifiée. On est passé à la majorité qualifiée sur certains sujets, pas encore en politique étrangère, mais sur les sanctions, on devrait passer à la majorité qualifiée. Et ça rendrait bien plus facile le travail de l'Union européenne comme puissance géopolitique. Alors bien sûr, la France, qui est contre officiellement le passage à la majorité qualifiée pour la politique extérieure, dit mais vous vous rendez pas compte, on a des intérêts souverains, on a une politique nucléaire, etc. Donc voilà, il y a certains domaines où on n'envisage pas qu'il puisse y avoir une majorité contre la France et sa puissance nucléaire. Bon. Par contre, inversement, cette puissance nucléaire, elle peut se mutualiser. Ça a été le discours de l'île Longue. Elle commence à se mutualiser. Donc c'est ce travail-là de mutualisation de la politique extérieure et des intérêts souverains des différents pays qu'il faut mettre maintenant. Et je crois que Ursula von der Leyen a mis ça dans son programme d'action pour ces prochaines années, de passer à la majorité qualifiée. En tout cas, c'est la proposition que je soutiens vivement. Voilà. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on passe rapidement, parce que le temps file, mais ce que vous dites est passionnant, à la troisième partie sur la question de la perspective d'accueil de nouveaux ou d'accueil de membres, en fait, pour pas dire des nouveaux, c'est des réflexions sur lesquelles on est fortement, on a plusieurs pays candidats pour rejoindre l'Union européenne. Dans les Balkans, plus à l'est, l'Ukraine est aussi un pays candidat dans une Union européenne où l'unanimité, vous venez de le rappeler, est toujours requise pour accueillir de nouveaux États membres. Et tant qu'on n'a pas revu cette majorité, vous parliez de la majorité qualifiée au Conseil sur d'autres, tant qu'on n'a pas revu cette unanimité, et donc mettre en place la majorité qualifiée au Conseil, accueillir de nouveaux États membres, ce serait, et plusieurs fédéralistes le disent dans différents ouvrages, maintenir le fait de bloquer toute capacité d'action de l'Union européenne. Et donc par rapport à une nouvelle politique publique que serait l'Europe pour les États, se couper un bras de cette politique publique qu'on a pu mettre en place. Et la réflexion que nous, on commence à creuser au sein des fédéralistes européens, c'est de se dire, ce moment où on va accueillir des nouveaux pays, il faut qu'on en fasse un réel traité de réunification auquel se joignent les États qui le souhaitent. Donc c'est pas on accueille des nouveaux dans une dynamique centre-périphérie, c'est on crée quelque chose de neuf qui permet effectivement d'assumer cette dimension étatique, d'étaticité dont vous parliez. Alors nous, on le voudrait fédéral, on comprendrait que ce serait mis en débat auprès des citoyens, et donc d'impliquer aussi pas que les États-nations membres, mais aussi les citoyennes et les citoyens dans des majorités qui peuvent aussi se faire au-delà des frontières. Sylvain Kahn, dans votre livre, vous passez beaucoup de temps sur la question de l'impérialisme et les expériences impériales ont existé en Europe, et vous en parliez sur la Russie qui aujourd'hui se comporte comme un empire. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que l'accueil de nouveaux États membres ne soit pas un nouvel impérialisme, parce que vous l'avez mentionné, pour les pays qui ont rejoint en 2004, ça a été vécu comme un impérialisme de l'Europe qui s'étend et qui impose ses normes et ses règles, et on doit s'y confronter en négociant chapitre par chapitre. Comment vous verriez cette... Ça a été vécu comme ça par la Russie, pas par ceux qui sont rentrés. Il y a eu des référendums pour la ratification de l'adhésion dans tous les États qui sont entrés en 2004, et partout. Alors, il y a des débats sur le fait que le taux d'abstention était entre pas mal élevé et un peu élevé. Bon, c'est vrai, mais enfin, en tous les cas, du côté des votants, c'était oui à entre 80 et 90%. Donc, c'est les Russes qui voient dans l'élargissement de l'Union européenne un impérialisme. Moi, je pense qu'il y a deux mots de la langue vernaculaire très facile à utiliser. L'élargissement de l'Union européenne, c'est pas une expansion, c'est une extension. Il n'y a aucun projet impérialiste dans la construction européenne. Alors, bon, si maintenant on se place d'un point de vue académique en coupant un peu les cheveux en quatre, comme on aime bien le faire à l'université, on constate effectivement que tout empire n'est pas impérialiste. L'impérialisme, c'est une forme d'impérialité
Et même les grands spécialistes de l'histoire et de la politique des empires, que sont Jane Bourbank et Frédéric Cooper, si ça vous intéresse, ils ont écrit une somme sur la question qui a été traduite en français en 2011. Un très gros bouquin, mais c'est comme il y a 40 chapitres, on peut lire le chapitre, chacun peut lire le chapitre qui l'intéresse. Voilà, ils ont bien constaté deux choses. La première, c'est que dans l'histoire universelle, la forme territorialo-politique la plus répandue a été, je dis bien a été, parce qu'aujourd'hui, officiellement, il n'y a plus un seul empire dans le monde, comme vous le savez. Peut-être que le Japon porte encore le... Enfin, il y a un empereur du Japon. Je ne crois pas que le Japon s'appelle Empire du Japon. Hein, je ne connais pas le nom officiel du Japon, comme il y a République française, par exemple. Mais par exemple, il y a toujours un empereur du Japon, mais c'est une survivance. Donc, je veux dire, officiellement, il n'y a plus d'empire aujourd'hui. Mais ce que montre très bien Bourbank et Cooper, c'est que dans la très longue histoire des empires, il y en a eu plein, l'impérialisme, c'est-à-dire le fait de s'étendre par la conquête et la coercition, c'est une modalité de faire empire. Alors, de ce point de vue-là, oui, mais là, vous voyez, là, on n'est vraiment pas dans le débat public ou militant, si vous voulez, on est vraiment là dans le débat académique. À partir de là, on peut dire oui, alors, bon, moi je discute ça dans mon bouquin, c'est un bouquin de chercheur qui se lit. Hein, j'ai essayé de décrire ça comme un roman, vous êtes d'accord, mais c'est quand même un bouquin de chercheur. Voilà. Bon, ok. Donc on peut dire ah peut-être que l'Union européenne est un empire, mais attention, pas un empire impérialiste, surtout pas. Voilà, c'est ça la réponse à votre question. Donc et d'ailleurs, ça vous a pas échappé, mais ça continue. Il y a toujours, alors je ne sais pas s'il faut dire des peuples, des nations, des sociétés, des États, peu importe ici. Il y a toujours des gens qui lèvent la main et qui disent moi, j'aimerais rentrer. Ça n'a rien à voir avec un. Vous avez déjà vu des impérialismes, vous, où il y a des futurs conquis qui disent prenez-moi avec vous. J'aimerais être conquis par vous. Bah oui, en fait, ils sont conquis, mais au sens d'une relation amoureuse, quoi. Ils sont séduits, ils veulent rentrer. Alors, il y en a qui veulent rentrer pour des raisons bassement matérielles, d'intérêt, réalistes et tout, mais à la limite, on s'en fout, quoi. Je veux dire, chacun a ses raisons de rentrer. Moi, un jour, j'avais écrit un article sur. Il y avait autant de raisons en 1950 de faire la construction européenne qu'il y avait d'États fondateurs. Parce que l'Union européenne, encore une fois, c'est d'abord pour résoudre des problèmes à la base. Et ça continue. On résout des problèmes quand on pense qu'on peut les résoudre seul dans son coin parce que ça rapporte plus de voix aux élections, on le fait. Si on pense à un moment donné qu'on a cette boîte à outils, on a bien de la chance, bah, du coup, on l'utilise. Voilà. Donc, les élargissements, alors après, si vous voulez, on peut dire, là, c'est la 5e vague d'élargissement en ce moment. Hein, il y en a eu 4, là, c'est la 5e. Donc, effectivement, à l'Ukraine, à la Moldavie, peut-être un jour à la Géorgie, puis à nouveau aux États des Balkans occidentaux qui patientent depuis 20 ans. Et là, on se dit, ah, attention, là, il ne faut plus perdre les Serbes hein, cette fois. Parce que depuis l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie, maintenant, il y a un petit côté binaire. C'est-à-dire, en gros, dans cette espèce de zone de l'espace européen de pays qui étaient entre la Russie et l'Union européenne, bah, maintenant, l'Union européenne a compris qu'à force de lanterner et de tergiverser, les pays qu'elle faisait patienter dans l'antichambre sont en train de passer du côté de l'attraction russe, ou en tout cas que c'est le risque, parce que, comme le disait tout à l'heure Antoine, les Russes sont devenus beaucoup plus proactifs dans l'idée d'essayer de les mettre sous influence. Donc les Européens ont fini par comprendre ça, ils ont mis un peu de temps. Enfin, quand je dis les Européens, je parle des dirigeants, enfin des classes politiques. Hein. Les dirigeants, c'est pas juste les chefs d'État et de gouvernement, c'est les parlementaires, les partis politiques, etc. Ils ont fini par comprendre ça. Ils ont dit, bah maintenant, il vaut beaucoup mieux avoir tous ces États dans l'Union européenne, y compris un pays comme la Serbie, où en gros la moitié de la population au moment des votes est plutôt pro-russe. Il vaut mieux avoir les pro-russes à l'intérieur qu'à l'extérieur. Imaginez, pour me faire comprendre, si la Hongrie n'avait pas été dans l'UE. Vous voyez, si la Hongrie n'avait pas été dans l'UE, le jour où Orban, etc., avait fait tout ce qu'il a fait, bah d'abord, la Hongrie serait devenue beaucoup plus proche de la Biélorussie que de ce qu'elle est. Et deuxièmement, il n'y aurait pas eu d'alternance dimanche dernier. Vous voyez, donc voilà, l'Union européenne, c'est une grande vie politique. Et bon, bah, la Hongrie,
elle était dans la minorité, elle était enfin, son gouvernement était de mauvaise foi, enfin, il jouait sa partie. Et vous voyez, puis à un moment donné, paf, ça a basculé. Donc, les élargissements, bah, là, les Européens sont en train de se dire, de toute façon, maintenant, il faut tout faire. Enfin, il faut tout faire. Il faut éviter que la Russie, pour le coup, ne s'étende ou étende son influence. Donc, il faut faire savoir à un certain nombre de pays qu'on va les prendre dans l'UE. Voilà. C'est ça le. Donc, c'est pour ça qu'on dit aujourd'hui, avec Pierre Haroche, par exemple, que cet élargissement-là, cette cinquième vague, puisque c'est la cinquième, elle est géopolitique. Et que du coup, on va changer les règles. On va arrêter de dire, bon, là, il faut avoir bien négocié, ouvert et rempli les 37 chapitres. Et puis c'est tout ou rien, hein, c'est comme à l'examen, hein. Voilà, c'est un concours. Tu rentres ou tu rentres pas. Là, on va inventer des trucs où on va dire, bon, tu peux rentrer dans l'UE à 50% parce que tu as rempli la moitié des critères. Puis les autres critères, on verra un peu plus tard parce qu'il y a une urgence par rapport au combat dont vous parliez vis-à-vis de la Russie. C'est-à-dire que maintenant, les élargissements sont en train de devenir un problème géopolitique avant que d'être un problème, on va dire, d'extension des politiques publiques européennes. Le magnifique petit carillon. Je vous laisse l'écouter quand même. On a la chance d'être à l'Hôtel de Ville, d'avoir le magnifique carillon de l'Hôtel de Ville. Antoine Arjakovski, vous, c'est quoi votre point de vue sur la capacité de l'Union européenne d'accueillir ses États membres et notamment l'Ukraine et quels défis ça pose et qu'est-ce que ça pourrait apporter à l'Union européenne? D'abord, je voudrais dire que je suis parfaitement d'accord avec ce qui vient d'être dit. C'est une question de vie et de mort pour l'Union européenne. On n'est pas comme en 2004 au dernier élargissement de la Pologne, etc. Là, c'est une question de vie et de mort. Poutine l'a dit, il veut plus de l'Union européenne, il veut détruire l'Union européenne. C'est un danger mortel pour lui et son régime mafieux. Donc, il y a une question de vie et de mort pour la Russie, une question de vie ou de mort pour nous. Ça veut dire si demain c'est le Rassemblement national qui prend le pouvoir, ou en Allemagne l'AfD, etc., l'Union européenne deviendra quelque chose qui ne fonctionne plus. Et voilà. Donc, je crois que c'est vraiment la prise de conscience qu'on doit avoir aujourd'hui de ça. La deuxième chose, c'est que oui, ça va se passer autrement, du coup. Ça va se passer par progressivement, on va donner d'abord telle compétence en échange de tel chapitre rempli, puis telle autre compétence. C'est cette intégration progressive qui va se produire en évitant que ça soit le tout ou rien reporté au calendrier grec, comme on l'a souvent promis à ces pays-là. Donc, nouvelle méthode. Troisièmement, il faut que les Ukrainiens fassent leur travail. Là, il y a 3 chapitres qui ont été ouverts, malgré le refus de la Hongrie. On a utilisé une méthode pour aller plus vite. Le premier chapitre, c'est sur les questions d'état de droit. Et en gros, il y a quand même beaucoup de travail à faire. Il y a un mémorandum qui a été publié par Marta Kos, qui est la commissaire à l'élargissement, et Taras Kachka, qui est le vice-ministre ukrainien. Ils ont listé 10 points à remplir d'ici 2026. Et je lisais un article hier qui disait que sur ces 10 points, il y a 5% qui a été réalisé. Or, c'est censé être fait en 2026. Il n'y a toujours pas d'indépendance de la justice en Ukraine. On a vu l'année dernière que Zelensky, qui est pourtant démocrate, a tout fait pour mettre des bâtons dans les roues dans les structures anticorruption du NABU, par exemple. Bon, donc il y a une réalité historique qui fait que l'Ukraine sort d'un horizon post-soviétique où la corruption était endémique. Donc, on va pas se voiler la face là-dessus. Ils ont du boulot à faire et ça va prendre du temps et ça va pas. C'est pas parce que les Américains disent que en 2027 ils doivent rentrer. Non, ça va pas se passer comme ça. Ça va mettre du temps. Et donc, il faut les aider parce que l'état de droit, ça s'est produit pour la Bulgarie ou ça se produit pour la Roumanie ou pour tous ces pays qui sont rentrés en 2004. C'est parce que les Européens imposent un certain nombre de normes que du coup, ça aide les pays qui rentrent dans l'Europe à se libérer des structures de corruption. Donc, il faut vraiment insister là-dessus. Et puis la dernière chose que je voudrais dire, c'est qu'il faut qu'on prenne conscience que le modèle d'étaticité qui a été mis en place au niveau européen et qui est unique dans le monde, une fois qu'il sera assumé, une fois qu'il sera conscientisé, c'est quelque chose que nous devrions exporter
pas uniquement au niveau européen, en essayant de voir si l'Ukraine ou la Serbie ou d'autres pays peuvent y rentrer, mais à l'échelle planétaire. En gros, l'un des grands problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est que le droit international ne fonctionne pas. Et que si le droit international ne fonctionne pas, c'est parce que l'ONU ne fonctionne pas. Et si l'ONU ne fonctionne pas, en particulier, c'est parce que le Conseil de sécurité tel qu'il a été pensé en 1945 ne fonctionne pas. On vit toujours dans la Deuxième Guerre mondiale, alors que pour moi, nous sommes dans la Quatrième Guerre mondiale. Donc nous devons anticiper. Nous devons être des visionnaires, comme l'était Schuman ou René Cassin et beaucoup d'autres. Et donc, ça serait quoi? Moi, en particulier, j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps un visionnaire comme ça, qui s'appelle Augusto López Claros, et qui dit, pour réformer les Nations Unies, il faut utiliser la charte des Nations Unies, qui rend possible une réforme des statuts. Donc, c'est pas utopique, c'est tout à fait pragmatique. Et ce qu'il propose, c'est que les Nations Unies deviennent ce que les institutions européennes sont. Ça veut dire, il dit, et Paul Ricoeur le disait déjà, c'est pas les Nations Unies qui existent aujourd'hui, c'est les États-Unis en réalité. C'est pas nous qui sommes représentés aux Nations Unies, ce sont nos États. Et donc, il faut créer un vrai Parlement des citoyens du monde, des nations du monde. Et ça, c'est un truc à faire, mais très vite. Il faut également, bien entendu, réformer le Conseil de sécurité. La France, déjà, est favorable à ne plus utiliser son droit de veto. Bref, il y a un certain nombre de réformes, notamment budgétaires. La question avec laquelle l'Union européenne se finance, avec la TVA, avec une fiscalité adaptée, Lopez Claros dit mais c'est génial, c'est ça que devraient faire les Nations Unies, qui sont vraiment, qui ont très peu de moyens financiers. Donc, en fait, nous devons voir plus large, nous devons avoir un peu d'ambition, et arrêter de se crêper le chignon et comprendre que le modèle européen est l'avenir du modèle des Nations Unies et travailler dans cette direction. Voilà ce par quoi je voulais terminer, chère Chloé. Eh ben, merci beaucoup d'avoir conclu sur cette ouverture mondiale. Je propose, comme il est déjà 20 heures passées et que certains d'entre vous étaient bien à l'heure, qu'on conclue là. On retient quand même beaucoup de choses. Je ne vais pas essayer de faire une synthèse de tout ce que vous avez dit, mais en tout cas, nous, demain, on va commencer à travailler sur les réflexions de ce qu'on va porter dans le cadre des élections présidentielles et législatives l'année prochaine. Et toutes vos réflexions vont aussi nourrir ce que nous, on va travailler avec ça. Et donc, effectivement, vous l'avez bien mentionné, j'avais plein de bouquins sur la table, parce que quand on vient parler à l'UEF, on se fait offrir des bouquins en repartant. Donc, on vous offre à chacun la réédition du livre de Céline Spector, donc, qui fait partie de notre conseil scientifique No Demos. Donc, c'est la réédition en poche avec une préface, une postface inédite, et elle sera présente demain avec vous. Et puis, à l'un et à l'autre, un exemplaire du livre de l'un et de l'autre, pour que vous puissiez le relire ou l'offrir. Voilà. Ce qu'on vous propose maintenant, c'est qu'on va se diriger gentiment vers la sortie pour laisser toutes les personnes qui travaillent pouvoir finir leur travail. Pour les gens qui participent à l'université de printemps, on se retrouvera en bas pour aller dîner ensuite. Un très grand merci à tous les deux d'être venus. Merci à vous pour votre attention. Et bonne soirée.